La chaîne Canal 22 a invité l'ancien ambassadeur de France à Alger. Il a été 2 fois ambassadeur à Alger, Monsieur Xavier Biencourt, et a enregistré avec lui un entretien très important. Je vous invite à suivre sur ma chaîne, si vous n'avez pas eu l'occasion de le suivre sur Canal 22. Et je vous invite également à consulter régulièrement la chaîne Canal 22 qui diffuse de sujets très intéressants. Voilà, bonne écoute et à bientôt. Salam alaikum Mazoul, bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Monsieur Xavier Driancourt, double ambassadeur en Algérie, est avec nous. On va parler des relations conflictuelles algéro-françaises et beaucoup d'autres choses. Merci pour votre fidélité, restez avec nous. Bonsoir, bienvenue Azoul, marhaban bikoum jami'an. Je suis en compagnie de Monsieur Xavier Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur en Algérie. Monsieur l'ambassadeur, merci Ah, d'être avec nous. bonjour. Vous avez été double ambassadeur en Algérie, c'est un fait rarissime. Qu'est-ce qui a fait que les autorités françaises vous renouvellent leur confiance dans un pays aussi difficile que l'Algérie? Justement, il faut redoubler pour réussir à comprendre. Mais malgré cela, vous Et dites dans donc, j'ai votre livre redoublé. que j'ai redoublé, mais malgré tout, je suis sorti avec l'impression de n'avoir rien compris au système algérien qui reste très opaque. Je dirais que j'ai un petit peu mieux compris au bout de 8 ans qu'après les 4 premières années. Mais j'ajoute que je ne suis pas le seul à avoir été 2 fois ambassadeur à Alger. Un de mes prédécesseurs, Hubert Collin-Verdière, a été 2 fois ambassadeur à Alger, 2 fois 2 ans. Euh, Vous avez vécu en Algérie presque 8 ans. Oui, Vous avez aussi été ambassadeur à la fin du règne Bouteflika. oui. Est-ce que vous avez pu anticiper la chute de Bouteflika et puis cette révolution, ce cri de colère de la rue algérienne, de la jeunesse algérienne, qui est devenu par la suite le Hirak? Je n'avais pas anticipé la chute de Bouteflika telle qu'elle s'est produite en 2019, mais j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas de 5e mandat. Dans le sens? J'étais persuadé que le système algérien était un peu à bout de souffle après 4 mandats de 5 ans de Bouteflika et que on ne pouvait pas représenter un candidat qui était malade, qui ne recevait plus les hôtes étrangers, les ambassadeurs, qu'on ne voyait plus. Donc, je pensais que ça ne se reproduirait pas et qu'il ne pourrait pas y avoir un 5e mandat. Des millions de jeunes Algériens. Et ça, je l'avais écrit à Paris à l'époque, fin 2018. Est-ce que la présidence était dubitative? Elle vous a accordé une oreille attentive? Je Ils n'ont crois, pas cru à votre scénario? je crois que le système algérien est tellement complexe que toutes les hypothèses étaient étudiées, étaient sur la table. On pouvait imaginer un 5e mandat, on pouvait imaginer que le système serait finalement raisonnable et présenterait quelqu'un d'autre pour cette élection. Mais je n'avais pas, en tout cas, et peu de diplomates, je crois aucun diplomate à Alger, aucun de mes collègues, n'avait anticipé le fait que Bouteflika partirait dans ces conditions en avril 2019, dans les conditions que vous connaissez. Ce ras-le-bol populaire, ce raz-de-marée révolutionnaire, cette révolution pacifique,
qui a ébloui le monde entier. Est-ce que elle vous a fait ouvrir les yeux, vous les Français, vous en tant qu'ambassadeur, sur la réalité algérienne, ou vous saviez déjà que la population, qu'il y avait une césure totale entre la population, le peuple algérien et les gens qui menaient la barque en Mais Algérie? je crois que tout le monde, et pas seulement en France, mais dans d'autres pays européens et à l'étranger, tout le monde a été surpris par la masse, par l'aspect massif des manifestations qui ont commencé le 22 février 2019. Tout le monde a été surpris par vraiment cette population qui déferlait, on le voit sur vos images, là, qui déferlait dans Alger tous les vendredis, les mardis. Donc je crois que c'était une surprise pour beaucoup, beaucoup de monde. Et puis des manifestations qui se déroulaient dans un cadre extrêmement pacifique, extrêmement familial, tel qu'on a du mal même à les imaginer en France ou dans d'autres pays européens où les manifestations sont plus violentes. Donc tout le monde a été surpris effectivement par à la fois le caractère massif, spontané et puis inédit. Comment expliquez-vous honnêtement, Monsieur Driancourt, que les autorités françaises aient tourné le dos à cette volonté populaire? Vous êtes resté contemplatif, spectateur devant ce déferlement populaire. Vous attendiez quoi en fait? Que l'armée reprenne le relais comme elle l'a fait, qu'elle Non, impose un Tebboune comme elle l'a fait, et que vous non, vous retrouviez encore une fois je crois que en face d'un système isolé et opaque. je crois que les autorités françaises aussi étaient surprises, avaient du mal à comprendre, à déchiffrer, décrypter ce qui se passait en Algérie. Et puis, comme je le dis souvent, l'Algérie, c'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Donc il y avait une certaine prudence de la part des autorités françaises. Alors on peut regretter cette prudence ou ce quant à soi Pourquoi on du n'a pas trouvé gouvernement cette français. prudence lorsqu'il s'agissait de la Libye, de la Tunisie, de la Syrie, de Oui, mais l'Égypte? parce que la Libye, la Syrie, ce ne sont pas des problèmes, des questions intérieures françaises. Alors que l'Algérie, compte tenu de l'importance des liens avec ce pays et compte tenu surtout de l'importance de la population algérienne en France, ben voilà, le pouvoir français marchait sur des œufs, si je peux employer cette expression. Et je me souviens m'être entretenu au téléphone avec le président de la République au début du Hirak, en février 2019. Et voilà, on s'interrogeait sur la nature de ces manifestations, sur leur importance, sur leur durée, et est-ce qu'elles allaient dégénérer comme dans d'autres périodes, 15 ans auparavant en Algérie, ou est-ce que elles allaient prendre le dessus de manière pacifique, qu'allait faire l'armée, quoi. Il y avait beaucoup d'interrogations, hein. Est-ce que vous aviez le sentiment que Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, avec lequel vous entreteniez des relations privilégiées, lorsqu'il s'agissait des Pas des relations relations, pas des algéro-françaises, relations lorsqu'il privilégiées. s'agissait des relations algéro-françaises, il vous posait beaucoup de questions sur ce pays-là parce qu'il avait besoin de références. Euh, mais depuis le 22 février 2019, à aucun moment, les Algériens n'ont entendu de la part d'un jeune président qui était président de la France à 45 ans, si je ne m'abuse, À 39 ans. 39 ans. Oui. Euh, il n'a jamais parlé de cette jeunesse algérienne, de sa volonté de changement, de ses aspirations. Au contraire, il disait mon ami Tebboune, et il savait pertinemment, vous savez pertinemment, que M. Tebboune a été parachuté par l'institution militaire présidente de l'Algérie. À l'époque, en 2019, on ne parlait pas de Tebboune, du président algérien. Il a été Oui. élu le 13 décembre 2019, si j'ai bonne mémoire. Donc pendant toute l'année 2019, le président Macron traitait
Et la France, comme les autres pays, traitait avec un pouvoir algérien qui était représenté par le président du Sénat, qui avait assuré l'intérim de Bouteflika, une première fois pendant 3 mois, puisqu'il devait y avoir une élection présidentielle en avril ou en mai 2019, et une deuxième fois encore 3 mois. Donc il y avait une très grande incertitude. Que pense le président français de l'élection de Tebboune, sincèrement? Est-ce que pour lui, c'est vraiment le choix populaire de l'Algérie ou il sait que il y a vraiment une part de la volonté de l'armée de choisir un homme, comme l'a dit le général Nazar à plusieurs reprises, malléable et disponible? Il faut poser la question directement au président de la République, mais tout le monde connaît en France le rôle joué par l'armée dans le système politique algérien. Lorsqu'on regarde les relations entre Macron et Tebboune, c'est des relations je t'aime moi non plus depuis C'est un raccourci, oui. on se fait la bise, c'est des accolades interminables, une phrase assassine euh, de M. Mitterrand lorsqu'il dit que Tebboune est otage d'un système politico-financier, Vous faites militaro-financier, politique. allusion à l'interview Oui, au journal Le Monde. Oui, Macron, oui. pardon. Euh, Est-ce que c'est la position de l'Algérie qui est versatile ou c'est Macron qui, comme vous, n'arrive pas à saisir les nuances du système algérien? Je pense que c'est un peu la nature des relations algéro-françaises, qui sont des relations qui vont, qui viennent, qui montent, qui baissent. C'est un peu dans la nature des choses. Regardez, il y a 3 mois, tout le monde se félicitait à Paris comme à Alger de l'excellence des relations Exactement. algéro-françaises. On parlait encore une fois, des malentendus qui étaient oubliés. On envisageait la visite du président algérien à Paris. Donc tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis là, voilà, on est reparti dans une phase baissière. Il y a eu le voyage à Moscou, il y a eu d'autres épisodes. Qu'est-ce qui a fait capoter la visite 2 fois, en mai, en juillet, du président algérien en France? Officiellement, je comprends des raisons de calendrier. Alors Officieusement? c'est vrai que le calendrier des deux chefs d'État semble particulièrement chargé, hein. Le président Macron est à Bruxelles aujourd'hui, il part après-demain en Nouvelle-Calédonie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il était au sommet de l'OTAN, le président algérien était à Moscou, là Non, il était à il était Moscou au Qatar, après l'annulation de la il visite en va en France. Chine. Je crois que le voyage à Moscou était prévu quand même. Le voyage à Moscou était prévu avant ou après celui de Paris. Mais donc, il y a officiellement une question de calendrier. J'imagine, connaissant un peu le fonctionnement des deux systèmes, qu'il y a d'autres raisons au report de ce voyage. Ce n'est pas une annulation, c'est un report. Donc on verra si C'est à un report l'automne, qui a le goût de l'annulation, non? Lorsqu'on c'est un report, mais un deuxième report. Donc on verra à fait un peu l'automne trop. s'il y a un voyage prévu et organisé à l'automne. La presse officielle algérienne, même privée, n'est pas tendre avec la position de la France actuellement sur pas mal de sujets et n'est pas tendre avec vous non plus. Plusieurs personnalités algériennes, dont des anciens ministres, des anciens ambassadeurs, tirent sur vous à boulet rouge. Ils vous qualifient de quelqu'un qui fait que mettre des bâtons dans les roues des relations algéro-françaises et que vous avez totalement échoué lors de vos 2 mandats en tant qu'ambassadeur en Algérie. Oui, bah, je laisse la responsabilité de ces propos à ce que vous appelez la presse algérienne. Vous Non. croyez qu'il y a une presse algérienne? Et vous?
La, la réponse est dans votre question. Lorsqu'on regarde la position de l'Algérie actuellement, est-ce que la prise de position officielle de Tebboune en Russie, euh, qui a dit qu'il est pro-Poutine, que l'Algérie est l'ami de la Russie, etc., que l'Algérie a besoin d'aller vers le BRICS pour s'orienter vers une autre posture économique, etc., s'éloigner du SWIFT et du dollar. Est-ce que ce positionnement, qui a de tout le temps existé entre l'Algérie et la Russie, a froissé la France? La relation entre l'Algérie et la Russie, je crois qu'elle est ancienne et traditionnelle. Donc, C'est pas nouveau. je ne crois pas que ça ait beaucoup étonné les autorités françaises qu'il y ait ce voyage à Moscou. En revanche, c'est le moment, le timing peut-être de ce voyage au moment de la guerre en Ukraine, au moment de l'offensive ukrainienne en Russie, qui peut être surprenante. Et puis les propos du président algérien à Moscou sur Poutine, le grand ami de l'humanité, c'est plus ça qui est surprenant. Mais sinon, les relations entre l'Algérie et la Russie sont connues, elles sont anciennes, traditionnelles, elles remontent à 62 et même avant 1962, hein. Actuellement, en France, le président a beaucoup de travail à faire, beaucoup de déplacements annulés en raison de plusieurs problèmes, beaucoup d'émeutes, surtout des émeutes qui ont éclaté après la mort de Naël, tué par un policier français. Avant, il y avait les émeutes des Gilets jaunes. Après, il y avait des émeutes de la CGT et des travailleurs sur leurs revendications salariales et sur la retraite. Mais à chaque fois, on retrouve le même leitmotiv, le même fonds de commerce qui est les étrangers, l'immigration. Et au centre de l'immigration, on retrouve l'Algérie. Vous-même, vous appelez à la dénonciation des accords franco-algériens de 68 parce que vous estimez que ces accords-là facilitent l'arrivée massive des immigrés algériens en France. Est-ce que vous avez le sentiment que l'immigration algérienne a enflammé un petit peu la banlieue française et que tout ce qui s'est passé est en partie lié à ce phénomène? Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que on retrouve dans dans toutes les séquences que vous avez citées, les retraites, etc., la question de l'immigration. Je crois que pendant les retraites, pendant les gilets jaunes, etc., la question de l'immigration n'était pas centrale. La question, en revanche, a été importante lors La mort de Naël, oui. des récentes émeutes, parce que, bah, on l'a vu, c'est lié à ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers populaires. Donc c'est un phénomène qui a pris effectivement une certaine ampleur dans le débat politique. Alors c'est autre chose que ce que vous évoquez, les accords franco-algériens de 1968, où là, effectivement, la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, qui a fait un certain nombre d'études documentées sur le système danois, sur l'immigration dans les pays européens, m'avait demandé de faire une étude sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'est pas un accord sur l'immigration, qui est un accord sur l'installation en France des Algériens. Donc voilà, je ne lis pas les deux choses, à la fois les émeutes d'une C'est quoi part la et puis différence entre l'installation et l'immigration? ben, c'est un accord pour faciliter l'installation et pas seulement le voyage. C'est pas un accord sur les visas, c'est pas un Donc, accord. vous appelez à limiter C'est un ces... accord sur l'installation des Algériens en D'accord. France. Donc, ces facilités octroyées aux Algériens et non pas aux autres Voilà, permettent une arrivée massive des Algériens en France. pour permettre l'arrivée des Algériens, Ok. pas massive. Donc vous êtes plus pour une immigration sélective. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes de l'immigration en France sont tels que tous les partis politiques, en tout cas presque tous, et
beaucoup ou presque tous les hommes politiques français appellent à une remise à plat de cette question-là, et pas forcément, et pas uniquement en ce qui concerne les Algériens, mais appellent à une refondation, comme on dit, de la question migratoire, parce que le problème a pris une telle ampleur en France comme dans d'autres pays européens que voilà, c'est une question qui est devenue centrale dans le débat politique. À chaque fois que vous parliez des relations françaises, vous dites que ce sont des relations spéciales et spécifiques et qu'on ne peut pas agir avec l'Algérie de la même sorte que les autres pays. Mais lorsqu'il s'agit d'immigration, on a l'impression que les autorités françaises effacent d'un revers de la main 130 ans de colonisation en Algérie et puis veulent faire table rase de tout cela et commencer une nouvelle page avec l'Algérie alors que c'est pas possible. On peut pas. Quelle est votre On ne question? peut pas effacer d'un revers de la main 130 ans de colonialisme, d'existence de cette histoire commune entre Non, l'Algérie et mais la France et personne. décider du jour au lendemain, non, les Algériens n'auront plus ce bénéfice ou ces privilèges parce qu'ils sont Algériens. Est-ce que vous ne pensez pas que... Qu'il y ait une contradiction? Hmm, Non, je crois pas qu'il y ait une contradiction. si demain les Français sont appelés aux urnes, euh, beaucoup de sondages estiment que Marine Le Pen gagnerait face à Monsieur le Président actuel, Monsieur Macron. Est-ce que vous estimez que les émeutes après la mort de Naël jouent un rôle dans ces sondages-là? Et Je, je ne suis pas un commentateur politique. non, mais Donc non, 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 vous j'aimerais juste m'interrogez sur les relations franco-algériennes, algéro-françaises, parce que l'extrême mais droite aussi utilise ce fonds de commerce-là et estime que l'immigration algérienne est oui, mais responsable des maux de la France. c'est pas récent dans le discours politique de la droite extrême, d'un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques. C'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce Donc, que, quant à savoir quel est le rapport des forces électorales, je vous laisse juge. Tebboune était en Russie, maintenant il finit une visite en Chine. Il est allé au Qatar entre-temps. Il est allé au Qatar, il a passé le week-end au Qatar. Oui, La France se rapproche un petit peu plus de l'Arabie Saoudite. Il y a le Ben Salman qui est venu en France. Il a passé quelques jours aussi oui, des- Et aujourd'hui, hier, Netanyahou a envoyé une lettre au roi du Maroc lui dire que Israël soutenait la maroquinité oui. du Sahara occidental et qu'il était favorable à l'ouverture d'un consulat à Oui. Dakhla. Vous avez une lecture sur ça ou Bah, c'est en dehors des relations algéro-françaises? non, non, mais c'est en dehors des relations algéro-françaises, mais c'est un sujet quand même important, les Oui. relations algéro-marocaines. Je crois tout simplement que c'est dans la continuité des accords d'Abraham, c'est dans la continuité de ce qu'ont fait les États-Unis, qui ont reconnu déjà la marocanité du Sahara occidental. Ce qui est nouveau, c'est et symbolique, c'est le fait que ça soit l'État d'Israël, en la personne de Benjamin Netanyahou, qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Mais encore une fois, c'est dans la continuité des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ont constitué une étape capitale, je pense, au Maghreb, avec, on le voit, d'un côté le Maroc avec les États-Unis et Israël, de l'autre côté l'Algérie avec, vous le mentionniez, la Chine et la Russie. Russie. Donc voilà, c'est un tournant capital dans les relations algéro-marocaines et dans la question de la stabilité au Maghreb, je pense que cette reconnaissance par Israël. Mais encore une fois, c'est la continuité des accords d'Abraham, donc il fallait s'y attendre. Est-ce que le Maroc fait actuellement, au vu aussi de tout le monde, ce que beaucoup de pays arabes font en secret quand il s'agit de relations avec Israël? Est-ce que le Maroc le fait publiquement? Euh,
D'abord, il y a de moins en moins de pays arabes qui le font discrètement. Oui, Parce que regardez ce qui se passe, par exemple, entre Abu Dhabi et Israël. Aujourd'hui, Abu Dhabi est une des destinations favorites des Israéliens qui vont passer le week-end ou les vacances à Abu Dhabi. Donc il y a de moins en moins de pays arabes qui nient avoir des relations avec Israël. Il y en a de plus en plus qui, certains discrètement, d'autres publiquement, nouent des relations avec Israël. Donc je pense que c'est dans la logique de ce qui se passera à l'avenir. Et s'agissant du Maroc, le Maroc avait quand même une relation déjà ancienne avec Israël et avait et a toujours une forte communauté juive au Maroc. Donc voilà, ça s'explique. Plus le fait qu'il y a les accords d'Abraham, comme on le disait. on a toujours dit que les relations algéro-françaises étaient au beau fixe, comme vous le disiez. Les relations algéro-marocaines étaient très très bonnes Oui, jusqu'à pas très longtemps. oui, Actuellement, on vit une crise sans précédent, une escalade oui. sans précédent entre l'Algérie et le Maroc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France perd la main dans les deux pays? Oui, c'est une façon de voir les choses, que la France est beaucoup plus en arrière de la main. Je dis pas qu'elle perd la main, elle est en arrière de la main au Maroc et en Algérie et au Maghreb d'une manière générale. C'est un fait, on peut le regretter, comme je le regrette, mais c'est un fait, oui. Je crois qu'on est moins présent, moins actif au Maghreb. En Algérie, l'influence de la Chine, de la Russie, d'autres pays européens est forte. Au Maroc, l'influence américaine, israélienne, espagnole est également très forte. Donc la France, j'allais dire, l'ancien colonisateur de ces pays est un peu éloigné, oui. Historiquement, la France a fait et défait plusieurs pouvoirs en Afrique. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique, d'après vous? C'est ce qu'on dit. Mais je suis pas un spécialiste de l'Afrique, mais c'est ce qu'on dit. Vous êtes un ambassadeur, diplomate qui a passé 8 ans en Afrique Oui, et vous en Algérie, connaissez, pas en Afrique. c'est le plus grand pays d'Afrique. Oui, mais c'est très particulier. Les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas les mêmes que les relations entre la France et la Côte d'Ivoire ou la France et le Sénégal. Revenons à votre expérience. La France-Afrique, on fait allusion à d'autres choses qui ne caractérisent pas, à ma connaissance, les relations franco-algériennes. Même ce qui se passe au Sahel, ça Quand on n'implique pas parle de la l'Algérie. France-Afrique, on ne parle pas tellement du Du Sahel. Sahel. On parle des relations, du jeu de pouvoir entre la France et ses anciennes colonies. Dont le Sahel était hyper important pour la France. Le Sahel est très important pour l'Europe, pas seulement pour la France. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça m'a étonné en tant qu'ambassadeur à Alger et dans d'autres fonctions que j'ai exercées au Quai d'Orsay, c'est de voir que dans le fond, le Maghreb et le Sahel, ça n'intéresse pas beaucoup l'Europe. Regardez une carte ou regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'Europe, elle s'intéresse beaucoup et presque exclusivement à sa frontière est, à l'Ukraine, aux pays baltes, à la Pologne. Le Maghreb et le Sahel, ben voilà, les pays européens et l'Europe en tant qu'institution, l'Union européenne, ont tendance à considérer que c'est le problème de la France et de l'Espagne et de l'Italie. Mais est-ce que vous estimez que c'était votre chasse gardée? Que c'était? Votre chasse gardée, Non, l'Algérie? mais non, justement, je trouve regrettable que l'Europe ne s'intéresse pas davantage au Sahel et au Maghreb. C'est peut-être parce qu'ils Parce n'ont que pas, l'Europe a ils n'ont tendance pas à, les mêmes intérêts que ben, la France l'Europe a dans le Sahel. tendance à considérer que le Maghreb et le Sahel, c'est l'affaire de la France et de l'Espagne et de l'Italie.
Alors que c'est faux. C'est l'Europe dans son ensemble qui est concernée également. Mais elle donne la priorité aujourd'hui à ce qui se passe en Ukraine et à l'est de ses frontières. Revenons Donc je le regrette. à votre passage en Algérie. Est-ce que vous étiez un invité régulier de Monsieur Bouteflika, comme le disent plusieurs voix en Algérie? Apparemment, il passait plusieurs heures en votre compagnie. Non, Non? non. Dans mon premier séjour à, à Alger, quand Bouteflika était en forme, il recevait tous les hommes ou femmes politiques françaises et Comédien. et tous les ministres qui venaient à Alger. Donc, en tant qu'ambassadeur, je les accompagnais forcément. Et donc, effectivement, il m'est arrivé de voir un certain nombre de fois, pendant ces 4 années, le président algérien. Dans mon deuxième séjour, je ne l'ai vu qu'une fois, avec le président Macron. Donc, vous voyez. C'était la fois où il disait que l'avait trouvé d'une grande alacrité. Non, ça, je n'étais pas là. C'est François C'était le mot Hollande. qu'il fallait utiliser. C'est Ouais, François François Hollande Hollande. qui avait dit cela, et l'ambassadeur à l'époque devait être Bernard Rémier. Mais non, ce n'est pas moi. Christophe Dubois, dans son livre Alger-Paris, relations d'amour ou tumultueuses, je ne me rappelle plus du titre, écrivait dans son livre que Bouteflika se levait lorsque vous rentriez chez lui et il disait «Je suis français». Est-ce que c'est vrai ou c'est une anecdote copie? C'est possible, je n'en sais rien. Je C'est n'en sais c'est rien. impossible qu'il Je dit n'en oui, je n'en sais rien. Non, non, venant de vous, Monsieur je n'en Xavier. sais rien. Euh, les relations de l'ambassadeur français avec le président Bouteflika étaient des relations privilégiées, d'après plusieurs sources. Est-ce que durant les 2 premiers mandats de Bouteflika, c'était des relations au beau fixe et ça s'est dégradé après sa maladie? Vous aviez affaire à d'autres interlocuteurs. Vous écrivez dans votre livre que Ali Haddad vous a demandé textuellement que les relations algéro-françaises allaient passer par lui dorénavant. Est-ce que c'est vrai? Le- Et dans quelles circonstances? les relations entre la France et l'Algérie, avant mes 2 mandats en tant qu'ambassadeur, je crois qu'elles ont été toujours Sinusoïde. des hauts et des bas, hein. Mes prédécesseurs ont connu également des périodes difficiles pour d'autres raisons et des périodes dynamiques. Il y a eu, je vous le rappelle, en 2003, un projet qui était le projet du président Chirac de faire avec l'Algérie ce que De Gaulle avait fait avec l'Allemagne, c'est-à-dire la signature d'un traité d'amitié. Donc, vous voyez, ça a été une période très, très euphorique, très dynamique. Et puis, il y a eu, parce que c'est la nature des relations franco-algériennes, il y a eu une crise avec le vote de la loi du 27 février 2005, et le traité d'amitié a été mis sous la table. C'est une loi qui criminalise la colonisation française. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est dans la nature des relations franco-algériennes. Pourquoi la France ne veut pas faire son mea culpa? L'Allemagne l'a fait avec les Juifs et les Français ne veulent pas se résoudre à se dire honnêtement aux Algériens et entre quatre yeux, oui, on a eu des comportements innommables, inhumains, des crimes contre l'humanité et c'était une guerre. Et on tourne la page. Pourquoi c'est tellement difficile de demander pardon lorsqu'il s'agit de relations Je ne sais algéro-françaises? pas si les historiens peuvent comparer les crimes abominables de la Shoah avec des dizaines de millions de morts et la volonté d'extermination et de génocide d'un peuple, du peuple juif, et les crimes de la colonisation française. Je crois que la colonisation française n'a pas été exemplaire, je suis d'accord avec vous, mais
on ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, la réponse de chaque pays est différente. Donc pour vous, un crime est abominable et contre nature, est inhumain lorsqu'il s'agit de milliers de millions de morts. Lorsqu'il s'agit de milliers de Non, morts, mais non, il faut il pas y avait le une classifier. volonté déterminée et absolue de la part du pouvoir allemand de procéder à ce qui s'appelle un génocide, ce qui a une définition juridique en droit international, une volonté d'exterminer un peuple. Ce qui n'était pas le cas de la colonisation ni anglaise, ni allemande, ni française. Il n'y avait pas de volonté déterminée d'exterminer un peuple. Il y avait, encore une fois, une colonisation qui était une page de l'histoire, qui n'a pas été positive, mais ce n'est pas la même chose qu'une volonté déterminée d'exterminer un peuple. Lorsque vous regardez la gestion de l'Algérie, une fois que vous étiez sur place en tant qu'ambassadeur, et ce qui se passe actuellement en Algérie sous l'ère après Hirak, si on peut dire, le système actuel appelle l'Algérie l'Algérie nouvelle. Est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment du renouveau, que le système a totalement changé ou c'est une continuité? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit on ne pouvait pas anticiper la chute de Bouteflika. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même système qui est en place, la même opacité, ou il y a eu réellement du changement Non, je après? crois que la formule l'Algérie nouvelle, c'est un leurre, ce n'est qu'une formule. Aujourd'hui, si j'en crois ce que je lis dans la presse algérienne ou ce que j'écoute ou ce que j'entends, Est-ce qu'il y a une presse algérienne? bonne question. En tout cas, ce que je lis dans, dans les écrits algériens, le système est bien pire que ce qu'il était sous Bouteflika. Et beaucoup de gens regrettent finalement les espaces de liberté qu'il y avait sous Bouteflika. Prenez un exemple qui concerne les journalistes. Euh, Ali Dilem, pour ne citer que lui, Caricaturiste. était toléré sous Bouteflika. Et il était parfois extrêmement cruel avec le président et le pouvoir algérien. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces d'Ali Dilem. Et d'ailleurs, il n'y a plus de journal Liberté. Donc je crois que l'Algérie nouvelle, c'est d'une certaine façon l'Algérie ancienne en plus sophistiquée. Ça va froisser les Algériens, ce que vous êtes en train de dire. Mais je vous réponds à vous. Oui, mais on est suivi par, par le Oui, mais système algérien, par les vous, Algériens. vous m'interrogez pour faire plaisir à... Je veux dire, si vous considérez, vous, en tant qu'ambassadeur, vous êtes quelqu'un de très écouté, surtout, j'en suis sûr, maintenant aussi, même si vous n'êtes plus ambassadeur au Quai d'Orsay, vous donnez des conseils relatifs à ce pays-là que vous connaissez très bien, malgré le fait que Je vous ne donne estimez, aucun conseil, je vous rassure. Je ne fais que observer, mais vous êtes dans mais l'expertise. je ne donne aucun conseil. Est-ce que l'Algérie, dans la situation actuelle où elle est, économiquement parlant, politiquement parlant, socialement parlant, on vit une crise réelle. Les libertés vivent une situation catastrophique, la presse aussi, comme vous venez de le dire. On a des centaines de jeunes Algériens qui sont en prison, des journaux qui ont fermé, Radio M a été fermé, son directeur a été condamné à 7 ans de prison. Les jeunes Algériens Harraga arrivent en France en masse. Il n'y a plus d'espoir. Des gens aisés fuient le pays. Et c'est cette immigration massive qui se retrouva en première ligne en France parce que il y a la langue, il y a l'apport historique, il y a les familles qui sont déjà là, etc. Donc, pour les Algériens, la France, c'est le premier pas et c'est un point de départ peut-être pour aller aux États-Unis ou au Canada, mais la France reste la destination première lorsqu'on décide de changer d'air. Oui, À aucun moment, les Algériens n'ont senti
la main tendue du système ou des autorités françaises lorsqu'il s'agit de velléité de changement. Ni parti politique, ni journaliste, ni caricaturiste, ni effort intellectuel n'ont trouvé un soutien moral en Algérie. En France, où vous soutenez des gens, vous soutenez des associations, vous soutenez des Oui, politiciens, etc. Mais lorsqu'il s'agit de mettre un avis sur ce qui se passe en Algérie, il y a toujours une réserve. oui. C'est comme si la France a peur de ce système parce que justement, il y a ces relations conflictuelles et historiques. Je n'irai pas jusque-là, je n'irai pas jusqu'à dire que la France a peur de Des ce politiques système, français ont très mais peur de l'Algérie. je dis souvent que les politiques français sont inhibés. Exactement. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont peur, mais ils sont inhibés, ils sont gênés quand il s'agit de parler de l'Algérie. Et donc, ils sont par nature extrêmement prudents parce que, vous l'avez dit vous-même, ils sont à ce moment-là immédiatement attaqués, pilonnés par ce qui reste de la presse algérienne ou des journaux ou de, comment appeler, voilà. Donc, ils sont extrêmement prudents et méfiants vis-à-vis Cette posture-là n'est pas une posture qui arrange finalement le système algérien. Mitterrand l'a déclaré après l'arrêt du processus électoral. Il a dit: oh non, nous ne voulons pas d'une république islamique de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a eu 250 000 de morts par la suite, parce que justement, par moment, les Algériens auraient souhaité qu'il y ait une main tendue de l'Europe, de la France, des pays qui parlent de liberté, de démocratie. Oui, vous avez raison, mais encore une fois, s'il n'y avait qu'une main tendue de la France, je suis sûr et certain que C'est beaucoup considéré en comme une Algérie ingérence. diraient la France se mêle de ce qui ne la regarde pas et elle n'a pas de leçon à donner à l'Algérie. Et d'autre part, je vous le disais tout à l'heure, l'Europe en tant que telle et les autres pays européens ne s'intéressent pas particulièrement à ce qui se passe en Algérie en considérant que ce n'est pas leur problème. Est-ce que vous avez l'impression, Monsieur Xavier Driancourt, d'avoir réussi votre mandat en Algérie, contrairement à ce que écrivent la presse algérienne et les ministres? C'est toujours difficile de se juger soi-même et de juger ce qu'on a fait. Donc, je crois que j'ai fait mon travail, je l'ai fait honnêtement, sincèrement, avec beaucoup de- d'affection, d'amitié pour le peuple algérien et en essayant d'éclairer aussi honnêtement que possible les autorités françaises. Quel regard portez-vous sur l'avenir des relations algéro-françaises? Je ne suis pas optimiste. Est-ce que vous estimez que l'envie de l'Algérie d'accéder à des organisations comme le BRICS, par exemple, est une mauvaise chose pour les relations Non, ça algéro-françaises? c'est le problème de l'Algérie. Elle fait ce qu'elle veut. C'est un État souverain. Elle peut adhérer au BRICS, elle peut adhérer à telle ou telle organisation. Ça ne nous regarde pas. Vous estimez que l'Algérie a la possibilité d'acheter du matériel en dinars ou en roubles ou en yens Non, ou- je pense C'est que une utopie? je pense que c'est une utopie. Est-ce que la France va avoir un président nouveau, autre que M. Macron, parce qu'il a échoué sur tous les fronts et beaucoup de vos confrères ont dit textuellement, c'est le président le plus faible qu'a connu la France. Paradoxalement, c'est la même phrase qu'utilisent des intellectuels algériens lorsqu'il s'agit de Tebboune. Je n'ai jamais entendu cette phrase. Ils ont dit pire. Je n'ai jamais entendu cette phrase. Mélenchon a dit Ah oui, mais vous avez des sources qui sont ce qu'elles sont. OK, C'est de la polémique, ça, c'est pas du journalisme. Non, je n'ai jamais entendu cette phrase. Bon, alors peut-être dans la bouche de Jean-Luc il aurait Mélenchon. pu être numéro 2 aux dernières élections. Oui, Donc c'est pas polémique, c'est quelqu'un qui a un certain poids politique en fait. non, mais je vois pas très bien quelle est votre question. Donc encore une fois, la même question que tout à l'heure, vous l'avez un petit peu esquivée, mais elle est importante pour les Algériens. Est-ce que l'extrême droite a
une chance beaucoup plus importante que les autres, surtout après ce qui s'est passé en France, après la mort de Naël, ces Ben, émeutes. c'est ce que disent tous les commentateurs et les journalistes français qui Vous sont en général ne mieux voulez pas informés, vous mouiller, qui sont en général ni en mieux, Algérie, ni en qui France. sont en général mieux informés que moi. Mais je crois que oui, statistiquement, mécaniquement, politiquement, l'extrême droite a plus de chances aujourd'hui qu'elle n'en avait avant. Dernière question, Monsieur Driancourt. Mais c'est pas un scoop que je La vous dis. dernière question, dernière question, j'espère que c'est un scoop. J'ai lu votre livre, je l'ai même présenté aux téléspectateurs. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement. J'ai écrit un autre livre depuis, Oui, sur les sur les accords accords d'Évian. d'Évian. Oui, Oui. celui-là aussi, Ouais. je vais le présenter aux téléspectateurs. Je vais vous donner quelques noms et vous me dites lequel de ces noms semble rentrer dans un paragraphe de votre livre. Vous dites les gens des politiciens algériens, des ministres, etc., des députés, tiraient à boulet rouge sur la France, disent que c'est un pays qui n'a apporté que malheur et horreur à l'Algérie. Et le soir même, ils vous téléphonaient pour vous demander un visa Vous tendez un piège. Pas du tout, non. Non, c'est Pour pas leurs votre enfants. genre. Pas du tout. Vous avez rendu service à la nomenclature algérienne, à beaucoup de gens. Est-ce que vous l'avez fait pour servir la France ou vous vous êtes dit, je suis là, c'est la situation qui l'exige et c'est l'Algérie qui est comme ça, donc il faut aider ces gens-là à inscrire leurs enfants au lycée français ou leur donner un visa parce que c'est les rapports algéro-français qui le veulent. Vous avez parlé aussi d'hommes politiques à tendance islamique. En Algérie, il y a des figures de proue. Il y a Jaballah, il y a Mqri, il y a Ali Belhadj, il y a... C'est les seules personnes qui peuvent donner un avis en Algérie qui sont écoutées. Est-ce que ces gens-là vous ont demandé un visa pour leurs enfants ou une Ceux que faveur? vous venez de citer, les trois Oui, derniers oui, islamistes, oui. à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Mais encore une fois, l'ambassadeur à Alger, Ne délivre pas de visa, c'est le consul. c'est le consulat général qui est totalement... Non, c'est vrai, les gens ne croient pas cela. Mais juridiquement, c'est dans les textes, il y a quelques ambassades, quelques pays dans lesquels l'ambassadeur, en fait ce sont quelques anciennes colonies françaises pour la plupart, dans lesquelles l'ambassadeur n'a pas de pouvoir consulaire. Donc il n'a qu'un pouvoir hiérarchique sur le consul, mais pas de pouvoir consulaire. Il ne peut pas dire il faut délivrer tel visa, parce que juridiquement il ne peut pas le faire. De même qu'il ne peut pas faire de mariage ou faire d'acte d'état civil. En revanche, il peut dire au consul général ou aux trois consuls généraux, je vous ordonne de délivrer tel visa à telle personne. Ça, c'est dans le cadre de son pouvoir hiérarchique. Mais les trois noms que vous avez cités, je n'ai pas le souvenir qu'ils Monsieur aient Soltani, demandé de visa. Pardon? Monsieur Bouguerra Soltani. Monsieur? Bouguerra Soltani, Bouguerra Soltani. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait demandé de visa durant les périodes où j'étais à Alger. Peut-être qu'il en a demandé dans les 5 ans pendant lesquels je n'étais pas à Alger. Est-ce que le président Bouteflika avait la En nationalité revanche, française? M. Benatala, que vous avez cité tout à l'heure, avait demandé un visa et je lui avais refusé. Donc ça explique peut-être. Non, Benatala. Voilà, Benatala, l'ancien ambassadeur algérien à Bruxelles, voilà, qui dit que vous aviez failli dans vos missions en voilà, Algérie. oui. Est-ce que M. Bouteflika, feu Bouteflika, avait le passeport français? Aucune Aucune idée. idée. Bonne question. Il se levait, il vous disait je suis français, mais il n'avait pas le passeport français. Aucune idée. Merci beaucoup, Monsieur Xavier Doriancourt. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci.